Souma Xuma nous vient de Tunisie et plus précisément de la ville de Sousse en Tunisie. Si, je ne vois pas si Ismaël est là avec Gorgui. S'ils sont là, je vous invite déjà à s'asseoir en attente. Ah oui, c'est la bonne nouvelle, ils sont là. C'est magnifique. Non, peut-être encore là si vous êtes d'accord pour le moment. Bonsoir, Monsieur Xuma. Bonsoir. Ennahda, Oui. le parti au pouvoir auquel vous appartenez, vous êtes dans le conseil consultatif de ce parti. Oui. On dit que c'est un parti islamiste. Est-ce que l'adjectif vous convient? C'est un parti modéré, moderniste, se référant à l'islam, bien sûr, à l'identité arabo-islamique. Fondé en 1981 et une longue période que vous avez connue de clandestinité. Vous avez vous-même fait 13 ans de prison sous le régime Bourguiba, surtout le régime Ben Ali. Ben Ali, 12 ans sous le régime Ben Ali, mais j'étais condamné à 6 ans sous le régime de Bourguiba. On peut parler de ces années de prison quand même, sous... on sait que les opposants islamistes avaient la vie assez dure. De cette parenthèse si cruelle. Mais si vous voulez... Mais beaucoup de vos camarades, comme vous, ont connu la prison à ce moment-là. Oui, oui, beaucoup. De mes collègues, de mes camarades, de mes compagnons de route, oui. Et puis, Ben Ali tombe il y a 2 ans. Oui. On s'en souvient, le printemps tunisien. La révolution. Et puis là, votre parti arrive sur la scène de façon publique. Comment vous avez vécu cette transition? Oui, c'était improvisé, c'était quelque chose d'extraordinaire. On ne s'attendait pas à ce que cette dictature qui a trop duré peut tomber si facilement. Vous pensiez qu'il aurait eu des années où il aurait pu encore durer, au fond? Oui, peut-être. Peut-être s'il n'y a pas ce courage, ce fameux courage de ces jeunes qui se sont lancés à bras ouverts contre le feu et qui ont pu faire voir au peuple que c'était possible de faire front à cette dictature. Et finalement, on a pu donc réussir cette révolution. Mais ce qui est sûr, c'est que cette révolution était précédée par un travail très long de militants, que ce soit de la gauche ou des islamistes durant des décennies, et qui a finalement abouti. Alors, il faut qu'on s'entende sur le mot islamiste en Tunisie, parce que vous avez une tradition qui n'est pas celle des autres pays arabes. Lorsqu'on parle islamisme, longtemps on pensait, nous, à l'Iran, la révolution de 79, on pensait aux frères musulmans égyptiens, aux talibans aussi. Aux talibans, évidemment, en Afghanistan. Quel est le visage, comment pourriez-vous définir Ennahda, le parti de la Renaissance, l'islamisme tunisien? Plutôt le parti Ennahda, c'est un parti, comme je viens de dire, que c'est un parti modéré, moderniste, qui essaie de concilier l'identité arabo-islamique avec les valeurs contemporaines. On peut se référer par exemple à l'expérience turque. Mais la Turquie est un pays laïque depuis Mustafa Kemal. Oui, bien sûr, ça c'est mais vous êtes, par exemple, la notion de laïcité, vous êtes pour? Non, on a notre spécificité tunisienne, mais l'identité, donc la religiosité en Tunisie, ça a des spécificités. Donc c'est plutôt les valeurs ancrées de l'islam qu'on veut respecter. Mais tout en étant dans notre époque avec les valeurs humaines. Mais j'essaie de bien comprendre, M. Xuma. Adressons-nous aux gens qui sont ici, qui ne vous connaissent pas. Moi, je connais bien l'histoire tunisienne, je suis allé souvent chez vous. Les gens ont peur du mot islamiste. Ils se disent, la Tunisie, qui était un régime laïque sous Bourguiba Ben Ali, est en train de basculer vers un régime théocratique. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas vrai du tout, puisque la pensée, la réflexion islamique de notre mouvement, depuis sa création en 1981, donc c'était clair, nous sommes un parti pour un État civil, donc Et donc vous n'êtes pas pour un État religieux? Non, on n'est pas. On ne voit pas que l'État en islam est un État religieux. Non, pas du tout. On n'est pas pour la théocratie, non. Mais ça, c'est important de le préciser. Non, c'est un État civil. Mais on voit qu'il y a des préceptes immuables de l'islam qu'on respecte. On ne voit pas, par exemple, une contradiction entre ces valeurs telles que, par exemple, la Shura, qu'on peut ancrer en utilisant cet outil formidable qui est la démocratie. Mais est-ce que la fameuse charia va être la loi des Tunisiens? Non, pour le
la constitution, le projet de constitution, on s'est mis d'accord, donc c'est un consensus entre toutes les partis, les factions politiques, que le premier article stipule que la religion donc, de la Tunisie, c'est l'islam, sa langue, c'est l'arabe. On va conserver l'article 1 de la constitution de 1959. Alors, vous êtes le parti majoritaire, mais vous n'êtes pas seul. Hein. C'est complexe. Vous êtes dans une coalition. Oui, une coalition. On peut préciser qui est avec vous? Oui, c'est une coalition de la Troïka avec deux autres partis. C'est le CPR, Congrès pour la République, de M. Mons Marzouki, le président de la République. Qu'on a reçu sur ce plateau. On a reçu M. Marzouki. Oui, avant la Révolution. Oui, ça fait 2 ans. C'était grâce à Rida Ben Boubacar qui nous avait permis, je crois, de l'avoir. Oui, c'est un grand militant, il faut le signaler. Et M. Ben Jaffer, qui préside l'Assemblée nationale constitutionnelle, et qui est la deuxième formation de la coalition, c'est le Forum donc pour le travail et les libertés. Et pour le dernier gouvernement ministériel, on a pu joindre à notre gouvernement des indépendants, des compétences indépendantes. Bien qu'on n'a pas épargné d'efforts pour faire élargir la base de ce gouvernement en joignant d'autres formations, d'autres partis, mais signalons-le que plusieurs partis voient en cette expérience une expérience assez dure, que la transition donc peut apporter un tribut lourd pour ces partis. Ma dernière question, Xuma. Oui. Évidemment, la dernière fois qu'on a parlé de la Tunisie avec plein de Tunisiens de Genève qui étaient venus, c'est le soir de l'assassinat de Choukra Belaïd. Cet opposant, beaucoup d'émotions. Hein. Comment vous avez vécu ce moment vous-même? Oui, c'est un moment très triste pour le pays. Oui, c'est un acte inédit, donc c'est sans précédent. C'est un acte dont c'est un crime. Vous condamnez clairement? Oui, non, on a condamné. Moi-même, j'ai publié une vidéo le jour même, le 6 février, sur le Facebook, dans lequel j'ai condamné fermement ce crime odieux qui veut attenter non pas à Choukri Belaïd lui-même, mais qui veut attenter à la révolution tunisienne, à la Tunisie dans sa stabilité, son unité et sa transition démocratique. Merci beaucoup, Xuma. Merci. Restez là encore quelques minutes. Je vais demander à Ismaïl Lo de bien vouloir nous rejoindre, peut-être prendre le siège du milieu. Notre grand chanteur africain. C'est un grand bonheur de recevoir une aussi importante personnalité qui nous vient du Sénégal. Ismaïl est un musicien de renommée mondiale. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, mais un peu fatigué quand même. Parce que là, je sors de l'avion comme ça. On vous a capturé à la sortie de l'avion et vous êtes allé à 130 à l'heure sur l'autoroute. Voilà, pour ne pas rater l'émission. Comment? Alors, d'abord, que représente pour vous le fait d'être chez nous en Suisse, Ismaïl Lo? Mais c'est un énorme plaisir parce que déjà, moi, je suis suisse, comme vous. Et je pense que, même je le vis, je pense que vous avez l'un des pays les plus magnifiques au monde. Les paysages sont magnifiques, les gens sont magnifiques. Et c'est pas mon premier séjour. Donc, pour simplement dire que moi, j'adore la Suisse. Vous arrivez du Sénégal? J'arrive du Sénégal. Directement maintenant? Directement, mais via Madrid. Via Madrid? Via Madrid, mais pour les problèmes d'intempéries, on a eu des problèmes un peu de retard parce qu'on devait être là depuis ce matin. Et finalement, on vient juste d'arriver. Comment va votre pays, votre beau pays, le Sénégal? Notre beau pays va très bien. Donc, elle fonctionne bien. Et donc, je pense que, comme vous le dites, c'est un beau pays. Et donc, je pense que nous mettons tous la main à la pâte. Et c'était la bienvenue à notre nouveau dirigeant, Macky Sall, et qui essaie en tout cas de mener le pays au bon port, comme tout président qui est passé. Et on ne peut que lui souhaiter bonne chance et l'aider dans sa tâche. Vous êtes sénégalais, monsieur est tunisien, je suis suisse, et nous avons un trésor en commun, c'est la langue française. C'est la francophonie. C'est quand même extraordinaire, ce sont des pays qui sont éloignés les uns des autres, et nous parlons cette langue, vous le parlez tous admirablement. Que représente pour vous ce lien? Vous le fêtez demain au Palais des Nations, vous allez faire un concert, c'est la journée mondiale demain de la francophonie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais beaucoup de choses. Vous savez, je pense que tout simplement la francophonie, nous tous on a été bercés, en tout cas dans le milieu de la francophonie, parce que tout simplement, comme vous dites, vous êtes suisse, lui il est tunisien, je suis sénégalais. C'est génial. Et c'est génial. Et on a eu à représenter peut-être la France, qui incarne la francophonie, la Suisse, et le Québec et beaucoup d'autres pays. Donc aujourd'hui, je pense que c'est notre langue que nous défendons fermement et farouchement. Cette langue, elle est vivace chez vous, en Suisse romande ça va.
en Tunisie aussi, mais il y a certains pays où elle est en régression, notamment par rapport au monde anglo-saxon, hein, qui prend de l'espace. Vous avez peur pour la pérennité de la langue française? J'ai peur, mais on ne se laissera pas faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû apprendre d'autres langues, mais forcément, il n'y a pas que le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, etc. Mais je pense qu'on ne se laissera pas manger par les autres langues. C'est vrai que l'anglais occupe de plus en plus beaucoup plus de place, donc c'est à nous, en tout cas francophones, de tout faire, en tout cas, pour maintenir notre langue et pour la diversifier davantage dans le monde. Bon, je tiens quand même à dire que le Sénégal, plus que la Suisse, a donné au monde l'un des plus grands poètes, qui était aussi votre président, qui était M. Senghor. Léopold Sédar Senghor. Quand on a une figure comme ça, qui est non seulement un homme d'État, mais qui manie les mots, ça porte la francophonie avec une certaine majesté quand même. Mais bien sûr, avec une certaine majesté, parce qu'en plus, comme on disait, Senghor n'était pas n'importe qui. Oui. Hein, c'était le premier grammairiste français, il est membre de l'Académie française. Voilà, c'est ça. Donc il était à l'Académie. À l'Académie française. Ouais. Ah oui, il était à l'Académie française. Il était ami du président Pompidou, par exemple. Il se Pompidou et beaucoup tant d'autres. Et ouais. je pense que c'était des relations qui dataient depuis très longtemps. Donc pour dire que c'était un grand monsieur. Vrai. Alors Souma, vous qui êtes tunisien, vous habitez Sousse, oui. Ville où j'ai eu l'honneur d'aller. Oui. Quel regard portez-vous sur Ismaël Lô? Vous connaissez Ismaël? Oui, on l'a vu une fois en Tunisie, je me rappelle, au Festival Carthage, des années 90. C'est ça. Mais j'étais dans le trou à ce moment-là. J'étais en prison? Oui, j'étais en prison. Ah, je l'ai vu à la télé. Oui. J'aurais donné ça. Oui, c'est une grande vedette. Alhamdoulilah, que vous êtes là et vous incarnez des postes de responsabilité. Un grand musicien. Donc depuis la prison à la télé, vous avez vu? Je l'ai vu, oui, je me rappelle bien. Ça crée un lien quand même. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Tunisie, sans entrer dans le détail politique? Il y a eu ce printemps arabe, hein, ce printemps tunisien d'il y a 2 ans. Vous avez suivi ça, j'imagine, de près. Non, on a suivi ça partout. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, ou la place où j'aimerais être aujourd'hui, c'est que j'essaie de me mettre à la place de la maman du petit qui s'est immolé. Et donc, qui a déclenché le printemps arabe. Bouazizi, oui. Qui a fait des ravages partout et qui continue. Oui. Hein, même, on peut dire peut-être même un petit peu jusqu'en Afrique. Donc aujourd'hui, ma pensée va à ce petit, va à sa famille. Et aujourd'hui, ça a déclenché quelque chose. Moi, je suis tunisien, comme je dis, moi, je suis un citoyen du monde. Hein? Donc je connais bien la Tunisie. J'adore les Tunisiens, ils m'aiment beaucoup. Donc je suis chez moi là-bas. C'est magnifique. Ah oui, bien sûr. Non, c'est pas à jouer pas mal de fois là-bas. En concert, je connais, voilà, Carthage. Sidi Boussaïd, Sousse, El Djem, donc Hammamet. Le sud aussi peut-être. J'ai tué partout là-bas. Donc pour dire que c'est mon pays. Et en tout cas, c'est magnifique ce qui s'est passé. En tout cas, le peuple s'est révolté pour dire qu'il voulait un changement. Parce que quand même, je pense que les dictateurs, comme quelque part, ça c'est une leçon pour tous les dictateurs du monde. Je pense qu'il faut savoir occuper le fauteuil et partir à temps. On va terminer, il nous reste 30 secondes. D'abord, merci infiniment. Merci à vous. Demain, vous produisez, demain soir, au Palais des Nations, grâce à notre ami Gorgui Ndoye, le rédacteur en chef de Continent Premier, qui vous a invité. On vous souhaite un très bon concert, Ismaël. Merci beaucoup. Et puis, un dernier mot, quelques secondes. Je vous laisse terminer. Une petite observation entre l'expérience sénégalaise et tunisienne. Pour Léopold Sédar Senghor, a su négocier son départ. Donc, démocratiquement. Ce qui n'a pas été le cas de M. Bourguiba. Non, Bourguiba. Donc, Bourguiba et Ben Ali. Donc, à la fois, c'était la révolution. Bourguiba a été déposé par Ben Ali en 7 novembre. Oui, parce qu'il n'a pas su négocier son départ. Ce qui n'est pas le cas pour Léopold Sédar Senghor, qui a su laisser la place à son premier ministre Abdou Diouf. Alors, merci infiniment. Merci. Xouma, parce que vous portez le même prénom et le même nom. Oui, Xouma. J'invite les Suisses à venir en Tunisie. Elle est toujours belle comme il... Nous irons, c'est promis. J'adore ce pays. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ismaël. Je voulais juste remercier Gorgui Ndoye, qui est mon frère et mon petit frère et mon ami. Donc nous venons tous de la même ville, qui est Rufisque. Et j'ai fait un coucou à tous les Rufisquois qui nous regardent, parce qu'il a su déclencher en tout cas ce concert, cet événement. Et donc je tenais vraiment à le remercier, à le féliciter et à remercier notre ambassadeur, M. Vodesek, en tout cas à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la francophonie, qui vont faire de cet événement demain quelque chose de grand et de magnifique. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera Dakar à chaud.
Inch'Allah. 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 Et la prochaine fois qu'on se voit, ce sera Carthage à chaud, Tunis à chaud. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon. Inch'Allah, Rabbi. Ce qui me permettra de devenir une grande star, moi aussi, bien sûr, en Afrique. Tu l'es déjà, tu l'es déjà. Merci. Merci à tous. Très belle émission. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Merci beaucoup.